Ça fait 20 ans que Recep Tayyip Erdogan domine le paysage politique de la Turquie. Et maintenant qu'il a remporté les élections présidentielles, il va rester encore 5 ans de plus aux grandes dames de l'Occident. Alors, il avait failli perdre le contrôle lors d'un pseudo-coup d'État en 2016. Mais beaucoup se demandent s'il n'a pas organisé lui-même pour verrouiller son emprise sur le pouvoir. En tout cas, malgré sa dérive autoritaire et sa politique économique complètement chaotique, et surtout les dizaines de milliers de morts suite au séisme qui a révélé un énorme scandale de corruption, le peuple turc a considéré que nul n'était mieux placé que lui pour diriger le pays. C'est surtout son discours nationaliste qui a fait mouche. Faut dire que sous sa présidence, la Turquie est passée d'une démocratie encore laïque tolérante à un régime autoritaire fortement islamisé et conservateur, de plus en plus chauvin, qui organise encore des élections mais qui embarrasse ses alliés de l'OTAN et ses partenaires européens. Donc aujourd'hui, on sait plus trop quoi penser des liens entre l'Occident et la Turquie. Certains pensent qu'on est au prélude d'une nouvelle autocratie aux portes de l'Europe, alors que pour d'autres, on assiste à une rupture définitive de la Turquie avec l'Occident. D'ailleurs, pour bien saisir à quel point on se connaît mal, à quel point on a encore tant à apprendre les uns des autres, on va vous passer un extrait vidéo dans lequel on voit Erdogan distribuer des billets de banque dans un bureau de vote le jour du premier tour. Bon, après, si on s'écarte du modèle occidentalo-centré, c'est une pratique courante dans le pourtour méditerranéen et en Europe de l'Est. Ça arrive même en Grèce, en Pologne ou en Hongrie, alors que ce sont des pays membres de l'UE. Bref, comment est-ce qu'on en est arrivé là, à l'avènement d'un néo-sultan? Déjà, un peu de contexte. Avant même la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman avait déjà perdu l'Algérie, qui avait été conquise par les Français en 1830, puis l'Égypte, conquise par la Grande-Bretagne en 1882, puis l'actuelle Libye en 1912, conquise par l'Italie. Durant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est battu aux côtés de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de la Bulgarie. Une guerre qu'ils ont perdue, même si l'Empire ottoman avait bloqué la progression des armées franco-britanniques durant la bataille des Dardanelles. Suite à quoi, le sultan Mehmed VI fut contraint de signer le traité de Sèvres en 1920. Ce traité entérine la reddition de l'Empire ottoman et retrace les frontières de la Turquie de l'époque. Déjà, la ville d'Istanbul et les détroits du Bosphore et des Dardanelles sont passés sous contrôle international. Ensuite, une partie du territoire de l'Anatolie, une région turque, a donné naissance à une zone d'autonomie pour la communauté arménienne, ou en tout cas ce qu'il en restait après le génocide de 1917, et une autre pour la communauté kurde. Passé un certain délai, les Kurdes pourraient même obtenir l'indépendance. Mais le traité de Sèvres ne fut jamais ratifié car le gouvernement tomba, renversé par Mustafa Kemal Atatürk à l'issue d'un chapitre historique que l'on appelle la guerre d'indépendance turque. Une indépendance de la Turquie par rapport aux puissances occupantes, bien entendu. Du coup, en 1923, le traité de Sèvres laisse sa place au traité de Lausanne, qui établit les frontières actuelles de la République de Turquie. Le traité de Lausanne revient aussi sur plein de dispositions prévues par le traité de Sèvres qui ne convenaient pas au nouveau maître du pays. Et quelques années plus tard, la Turquie fit preuve de beaucoup d'agilité dans ses alliances. Elle commença en 1939 par un accord militaro-commercial avec la France et le Royaume-Uni, mais finit par se rapprocher du Troisième Reich en 1941 après les succès militaires à répétition des Allemands à travers le pacte d'amitié turco-allemand. Du coup, les forces turques ont été dotées à la fois d'armements alliés et de l'Axe. Mais on le répète, la Turquie a adopté une posture de neutralité tout au long du conflit. Puis en 1945, après la défaite de l'Allemagne nazie, les Turcs ont de nouveau réévalué leur affinité politique. Ankara devient l'un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies et contribue activement au plan Marshall pour reconstruire l'Europe, complètement dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Un répit de courte durée, puisque l'avènement de la guerre froide pousse la Turquie à choisir son camp, le bloc soviétique ou le bloc occidental. En 1947, face aux manœuvres d'intimidation de l'Union soviétique dans la mer Noire, les États-Unis offrent une aide économique et militaire de 100 millions de dollars à la Turquie. Ankara abandonne de facto sa neutralité. C'est ainsi que naît l'alliance politico-militaire de la Turquie avec les USA et par extension avec l'Occident. D'ailleurs, la Turquie rejoint le Conseil de l'Europe en 1949, l'OTAN en 1952 et l'OCDE en 1961. Après, la Turquie a quand même maintenu le dialogue avec le bloc soviétique, et ce, malgré les risques qu'elle encourait. Déjà, les USA avaient déployé des missiles Jupiter à charge nucléaire sur le sol turc, mais ils les ont retirés 6 mois après la crise des missiles à Cuba, comme le prévoyait le deal secret entre Kennedy et Khrouchtchev.
Tchev en 62. Des missiles qui étaient braqués évidemment sur l'Union soviétique. Du coup, la Turquie a concentré les tensions géopolitiques tout au long de la guerre froide. En plus, sur le plan interne, la Turquie s'est tournée vers un modèle politique beaucoup plus orienté vers l'islam. Seule l'armée, restée fidèle à la conception d'Atatürk d'un État moderne et laïque, a réussi à freiner l'adoption progressive de ce système politique, mais au prix de la démocratie. En fait, le pays, il a subi 2 coups d'État, l'un en 1960 et l'autre en 1980. Et puis la Turquie, elle a aussi fait l'équilibre durant plusieurs décennies entre le protectionnisme, la planification de l'économie et, à partir des années 80, le libéralisme économique. Surtout que de par son emplacement géographique, la Turquie est dans une position très avantageuse. Elle fait office de carrefour entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, d'où la bienveillance des acteurs économiques occidentaux envers la Turquie. Il a même été question pendant un temps que la Turquie intègre l'Union européenne. Mais bon, aujourd'hui, plus personne ne prend cette proposition au sérieux. Bref, le président actuel est à l'image de son pays. Il est sensible aux enjeux occidentaux, asiatiques et moyen-orientaux. Il a grandi dans un État séculaire, mais dont la laïcité s'effrite peu à peu dans une économie planifiée, mais capitaliste. En fait, Tayyip Recep Erdogan a eu un rôle déterminant dans la construction de la Turquie moderne. Il a su surfer sur plusieurs courants idéologiques pour resserrer son emprise sur le pays et à présent, il le façonne selon ses propres convictions. Football, islam et militarisme. En mai 71, l'armée lance un ultimatum au président conservateur Süleyman Demirel ainsi qu'à l'ensemble de la classe politique. Les militaires exigent que tous les partis politiques s'efforcent de contenir la propagation de la religion dans la société turque. Des troubles commençaient à affecter l'ordre républicain, surtout après le premier choc pétrolier qui a lourdement affecté l'économie turque. L'inflation, la dette extérieure, la hausse des prix et la stratégie protectionniste du gouvernement ont plongé le pays dans une grave crise économique. Le chômage a dépassé les 20% et l'inflation est passée de plus 15,4% en 72 à plus 94% en 1980. Du coup, le gouvernement a fait interdire plusieurs partis accusés d'atteinte à la sécularisation de l'État, une disposition prévue par le père de la nation turque en personne, Kemal Atatürk. Parmi ces partis, il y avait le MNP, le parti de l'ordre national dont Erdogan était membre. L'année suivante, Necmettin Erbakan, le chef du MNP, fonde un nouveau parti, le MSP, le Parti du Salut National. Retenez bien ce nom parce qu'il sera déterminant dans le parcours militant du jeune Recep. Bref, toutes ces turbulences mènent au coup d'État de 1980, au cours duquel le général Kenan Evren suspend les institutions publiques, prolonge la loi martiale, interdit tous les partis politiques et emprisonne des dizaines de milliers d'opposants. Erdogan, lui, se dédie à d'autres activités. Il commence une carrière semi-pro de footballeur et obtient son diplôme d'administration des affaires. En 83, le régime militaire relâche un peu les taux et permet la reformation des partis politiques qui avaient été interdits 3 ans auparavant. Le Parti du Salut National change de nom et devient le Parti de la Prospérité, le RP. Erdogan démarre alors sa carrière politique alors que Necmettin Erbakan est condamné à une peine de 10 ans d'inéligibilité qui sera ensuite révoquée. En 84, tandis que le régime militaire laisse place à un gouvernement démocratiquement élu, Recep Tayyip Erdogan, lui, fait ses preuves. Il devient un poids lourd de l'opposition. Il est d'abord nommé coordinateur du Parti de la Prospérité dans la province d'Istanbul. C'est là qu'il gagne en popularité. Il était d'ailleurs la seule figure du courant islamiste dans tous les centres urbains à l'échelle nationale. C'est comme ça qu'en 94, Erdogan est élu avec 25,2% des voix à la mairie d'Istanbul. C'est un moment décisif dans sa carrière, mais aussi dans la vie démocratique du pays. Pour la première fois de son histoire contemporaine, un parti islamiste avait pris le contrôle de la principale ville du pays. Les interrogations étaient nombreuses, mais la principale c'était de savoir si l'on était en train d'assister à la fin de la laïcité de la société turque. Certains craignaient même un nouveau coup d'État, suivi d'un nouveau régime militaire qui durerait des années. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Enfin stratège, Erdogan a su saisir cette opportunité pour prouver la crédibilité de son parti et de son projet politique. Erdogan a donc priorisé la gestion de la ville plutôt que de dépenser son énergie et son capital politique sur les questions liées à la religion. Dès le début, il a entrepris un plan de modernisation des infrastructures publiques, contrairement à l'image rétrograde véhiculée par le caractère religieux de son parti. Il n'a pas hésité une seconde à utiliser les dernières technologies en matière de gestion de l'eau, du réseau routier et des déchets. Les résultats ont été si bons qu'ils lui ont conféré une visibilité nationale. Le Parti de la Prospérité a fait de la modernisation des infrastructures publiques sa marque de fabrique, ce qui lui a permis en 95
2015 de remporter les élections législatives. Par contre, l'armée s'est opposée au gouvernement islamique du Parti de la Prospérité. L'inimitié et la méfiance étaient telles que même si le RP avait adopté une ligne modérée, l'armée ne pouvait pas tolérer qu'un parti islamiste gouverne le pays. Elle exigea de deux autres grands partis d'opposition, celui de la Voix juste et celui de la Mère Patrie, tous deux de droite libérale, de faire alliance pour bloquer le gouvernement islamiste. Le pacte dure à peine plus d'un an. Le 28 juin 1996, Nekmettin Erbakan, le fondateur du MSP, du MNP et du RP, devient enfin Premier ministre. Sauf que contrairement à Erdogan, Erbakan ne prône pas du tout un islam modéré. Il est beaucoup plus rigoriste. Déjà, l'un des points les plus remarquables de son programme, c'est qu'il voulait renforcer les liens avec la Libye et l'Iran. C'en était trop pour l'armée qui le contraint à démissionner en 97 après une intervention militaire douce qu'on appelle aussi un coup d'état postmoderne. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle ne tarde pas à lui emboîter le pas en interdisant le Parti de la Prospérité pour avoir enfreint le principe de séparation de l'État et de la religion comme le prévoyait la Constitution de 82, encore fortement inspiré des réformes kémalistes. Et c'est pas fini. Erbakan est condamné à une peine d'1 an d'emprisonnement pour subversion anti-laïque. Alors, en ce qui concerne Erdogan, on l'accusait surtout d'incitation à la haine et d'hostilité religieuse. Il avait notamment cité le poète et idéologue nationaliste Ziya Gökalp lors d'un rassemblement politique. Les mosquées sont nos casernes, les dômes nos casques, les minarets nos baïonnettes et les croyants nos soldats. Recep Tayyip Erdogan paraphrasant Ziya Gökalp. Recep Tayyip Erdogan est donc démis de ses fonctions de maire et condamné à 10 mois de prison. Tout comme Erbakan, il se voit interdire tout mandat politique durant les 5 années suivantes. Tout ça pour avoir récité quelques vers. Et encore une fois, en Turquie, la religion est prise très au sérieux. Mais il en faut plus pour décourager Erdogan et l'évincer du paysage politique. Il était déterminé à revenir au pouvoir. Et comment est-ce qu'il s'y est pris ? Recep Tayyip 2.0. À sa libération, Erdogan tente de se réincorporer à la vie politique du pays, mais il trouve porte close. Il avait interdiction d'être candidat ou de former son propre parti politique. Il dut donc choisir entre réaffirmer son idéologie islamiste ou une modération de son discours. Mais il a très vite compris que sa priorité, c'était de récupérer un poste public à forte visibilité médiatique. Et il pouvait compter sur le capital sympathie accumulé lorsqu'il était maire d'Istanbul. C'est comme ça qu'en 2001, avec la levée de l'interdiction de participer à la vie politique, Erdogan fonde le Parti de la Justice et du Développement pour répondre aux enjeux du début du XXIe siècle. 25 février 2001, la Turquie dans la tourmente. Confrontée à une crise financière, la Turquie, qui a vu la bourse s'effondrer et les taux d'intérêt s'envoler, a été contrainte d'abandonner ses efforts pour maintenir la valeur de sa monnaie, la livre. À cette époque, l'inflation annuelle moyenne était d'environ 60%. Le taux de chômage augmentait fortement et la valeur de la livre turque était en chute libre. L'occasion parfaite pour Erdogan. L'islamisation de la société n'était plus la question prioritaire. Il y vit l'opportunité de se rappeler aux bons souvenirs de l'électorat et surtout de faire la promotion de sa gestion efficace d'Istanbul lorsqu'il était encore maire de la ville. D'un côté, s'il parvenait à rectifier le tir, il consoliderait son statut d'homme providentiel et de l'autre, il pourrait apaiser le dialogue avec les militaires. Le résultat ? Une telle dispersion des votes que le parti d'Erdogan, qui n'avait recueilli que 34,28% des voix, s'est retrouvé en situation de majorité écrasante. Ça donne une idée de la fragmentation de la classe politique turque. La modernisation de son programme et la promesse de rapprochement avec l'Union européenne lui ont permis de gagner la confiance des militaires. Son discours religieux a été mis en sourdine, provisoirement. Il a aussi lancé des réformes de libéralisation de l'économie en donnant le feu vert à la privatisation des entreprises publiques et à l'abaissement des barrières douanières et fiscales. La conséquence directe, un boom des investissements étrangers et un saut en avant dans le développement économique du pays. Allez, un graphe pour vous le prouver. Donc, dès son arrivée au pouvoir en 2003, les IDE se multiplient, l'inflation baisse et passe au-dessous des 10 points et l'économie fleurit. Évidemment, Erdogan devient de plus en plus populaire. Et bam, c'est le moment qu'il attendait pour remettre la question de l'islam sur la table. En même temps, il n'y avait plus personne pour s'y opposer. Il était apprécié de tous, il avait donné un coup de défibrillateur à l'économie turque et surtout, il avait placé des pions au sein de toutes les institutions de l'État et de l'armée. Mais certains de la vieille garde étaient restés vigilants. Il perd les cheveux, mais pas la main.
Erdogan n'a jamais renoncé à son idéologie islamiste. Il avait juste décidé d'attendre le bon moment pour l'appliquer. En 2013, par exemple, une manifestation pro-environnement s'est déroulée à Istanbul pour protester contre la démolition d'un parc. Il s'agissait en aucun cas de dénoncer l'action du gouvernement dans son ensemble. Néanmoins, la répression a été si excessive que c'est toute la société civile qui s'est indignée. L'opposition en profita pour appeler un mouvement général pour protester contre le gouvernement. Les manifestations qui ont eu lieu entre mai et juin de la même année se sont soldées par des dizaines de blessés, la détention de plein de journalistes et un musulman de la presse. Une répression si forte qu'Erdogan a aussi censuré les réseaux sociaux, voire carrément interdit leur accès. 26 juin 2014, la Turquie censure Internet. Depuis le début des manifestations de la place Taksim à l'été 2013, le gouvernement turc multiplie les violences pour les réprimer. Une nouvelle loi lui permet de fermer les blogs et les comptes Twitter inconfortables. Et puis Erdogan a aussi profité de sa position dominante et de sa popularité pour repenser les institutions démocratiques. Depuis 2010, des procureurs, donc des magistrats du parquet proches de sa mouvance, ont entamé une campagne d'arrestation, d'interrogatoire et d'intimidation contre les officiers supérieurs réticents à l'action présidentielle. Puis, le 15 juillet 2016, tentative de coup d'État. Beaucoup l'ont interprété comme un ras-le-bol de l'armée, mais d'autres y ont vu une simulation organisée par Erdogan en personne pour justifier une purge de l'armée. Que ce soit vrai ou pas, le coup d'État a fait presque 200 victimes et plus de 1100 blessés. Erdogan parvint à rester au pouvoir et déclencha un nettoyage à grande échelle de l'armée et de la fonction publique. Des dizaines de milliers de fonctionnaires sont mis en prison, jugés sommairement dans des procès collectifs. Les accusés étaient systématiquement reconnus coupables et condamnés. Les enseignants aussi sont vidés du jour au lendemain. Désormais, sans contrepoids ou garde-fou, Erdogan eut les mains libres pour réformer la Constitution, ce qu'il fit en 2017. Il eut alors le pouvoir de dissoudre le Parlement et de nommer la moitié des membres de la Cour constitutionnelle. C'est à partir de ce moment-là que la Turquie a dégringolé dans les classements des libertés civiles. Les opposants politiques sont persécutés, les médias indépendants disparaissent et la justice n'est plus impartiale. Forcément, les marchés financiers turcs ont perdu la confiance des investisseurs étrangers qui se sont progressivement retirés du pays. Erdogan, complètement désorienté, lança une politique économique conçue à partir des préceptes de l'islam. Les taux d'intérêt disparaissent et la livre turque s'effondre. Tiens, on y a dédié une vidéo à part entière. La Turquie vire à l'autocratie. Elle se rapproche de plus en plus des régimes illibéraux, comme celui de la Russie, avec qui Ankara entretient des relations privilégiées. 27 avril 2023, Turquie. Erdogan et Poutine inaugurent la première centrale nucléaire du pays. Pourtant, la Turquie continue de vendre des drones Bayraktar à l'Ukraine. Bref, aujourd'hui, l'avenir de la Turquie est incertain. Beaucoup pensaient que le peuple turc en aurait assez de la dérive autoritaire du pouvoir en place. Mais comme la science politique n'est pas une science exacte, on s'est planté. Un séisme politique. En février dernier, un tremblement de terre frappe la ville de Gaziantep située à l'épicentre. Plus de 55 000 morts. La gestion catastrophique des secours par le gouvernement est directement mise en cause. D'ailleurs, s'il y a eu autant de victimes, c'est dû à l'effondrement de plein d'immeubles qui avaient été mal construits, avec beaucoup plus de sable que de ciment et sans tenir compte des normes antisismiques de construction. Les promoteurs immobiliers avaient payé des bakchiches aux municipalités pour qu'elles ferment les yeux. Plein d'autres victimes sont aussi mortes, non pas durant le séisme ou après avoir été ensevelies, mais à cause du froid et du manque d'assistance dans les semaines qui ont suivi le drame. La sécurité civile vendait les tentes au lieu de les distribuer gratuitement et l'armée n'est jamais venue aider à l'évacuation des décombres. Quand il évoque le séisme, Erdogan parle même de la catastrophe du siècle, mais il évite à tout prix d'en endosser la responsabilité. Et pourtant, et en même temps, la période des élections se rapprochait. Séisme en Turquie. Pourquoi le président Erdogan est critiqué pour sa gestion de la catastrophe? Les survivants du violent tremblement de terre s'estiment abandonnés par l'État. Les oppositions et les experts dénoncent la corruption dans le secteur du bâtiment après l'effondrement de milliers d'immeubles ainsi que les défauts d'anticipation d'Erdogan. Et au-delà du bilan humain et matériel, c'est la viabilité même du pays qui est remise en cause. L'économie est en ruine. L'AKP, le parti d'Erdogan, a épuisé ses réserves et a multiplié les promesses et les dépenses pour renforcer son réseau de clientélisme. Je ne sais pas comment le pays peut éviter l'effondrement économique. Daron Acemoglu, professeur économiste au MIT. Kemal Kılıçdaroğlu était le champion de l'opposition. Il avait toutes les chances de l'emporter. Les derniers sondages donnaient l'avantage à Erdogan, mais l'écart était faible. Mais Kılıçdaroğlu avait aussi dû changer son fusil d'épaule entre les deux tours. Il avait fini lui aussi par adopter un discours nationaliste annonçant qu'il
qu'il renverrait les millions de réfugiés syriens chez eux, qu'importe les milliards d'euros de l'Union européenne. Mais son principal défaut, il appartenait à une minorité religieuse, les Alevis, un courant islamique qui avait été persécuté en Turquie, qui avait été ciblé par plusieurs massacres et très impopulaire auprès des sunnites les plus rigoristes. On aurait pu penser que la Turquie du XXIe siècle aurait su se défaire des disputes confessionnelles, mais le discours ultranationaliste d'Erdogan a fait mouche. Kılıçdaroğlu s'inclina au second tour, une première en soi, vu que jusqu'à présent, Erdogan avait systématiquement remporté les élections dès le premier tour. Les Turcs ont fait leur choix. Ils ont élu un dirigeant autoritaire qui sape les libertés civiles, se heurte à ses alliés de l'OTAN. Il avait conseillé à Macron d'aller se soigner dans un hôpital psychiatrique et il a coulé l'économie du pays. Son objectif est pourtant clair, il veut faire de la Turquie l'une des grandes puissances islamiques. En fait, comme Poutine et Xi Jinping, Erdogan est un nostalgique. Il veut retrouver la grandeur passée de l'Empire ottoman dont il aimerait bien être le sultan. Et la population turque est très sensible à cet argument, surtout la diaspora qui a massivement voté pour lui. Il a démarré comme un homme politique pragmatique, modéré, avec la volonté de se rapprocher de l'Occident. Mais aujourd'hui, il lui tourne le dos pour faire copain-copain avec d'autres dictateurs du XXIe siècle. C'est très délicat vu que la Turquie est un membre de l'OTAN et qui n'hésite pas à faire du chantage auprès de la Suède. Erdogan n'acceptera son adhésion à l'OTAN qu'à partir du moment où celle-ci acceptera d'expulser les opposants kurdes réfugiés en Suède, considérés comme des terroristes par le pouvoir turc. Et puis, il n'hésite pas à intimider les Grecs, aussi membres de l'OTAN, pour prendre le contrôle de la mer Égée, comme on l'a vu dans cette vidéo. Et en même temps, c'est le seul allié sur qui on peut compter pour dialoguer avec Poutine et Zelensky pour trouver un accord sur les exportations céréalières de l'Ukraine et de la Russie via la mer Noire. Bref, avec Erdogan, on sait pas trop sur quel pied danser. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec un tel ami, on n'a pas besoin d'ennemis. Maintenant, à ton tour, est-ce que tu penses qu'Erdogan parviendra à ses fins, qu'il fera renaître de ses cendres l'ancien empire ottoman? La Turquie va-t-elle devenir une dictature? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, lâche un like et partage. Et merci à tous pour votre soutien et à bientôt pour plus d'actu internationale.